Bien le bonjour, votre fidèle serviteur est ici pour vous proposer une autre vidéo. Comme le titre a dû vous le laisser penser, nous allons parler des communautés. D'ailleurs on n'oublie pas que c'est mon avis, et que c'est donc à vous de vous construire le vôtre. Comme j'ai voulu être un minimum organisé, j'ai fait en sorte que la vidéo soit séparée en 5 parties. Nous commencerons avec la première partie, qui sera la communauté sur certains jeux vidéo, qui sont catégorisés de cancer par certaines personnes. Deuxième partie, nous terminerons la partie précédente avec sa conclusion. Ensuite, pour la troisième partie nous parlerons des communautés diverses, comme celle de Gacha Life et celle de la K-pop. Quatrième partie, la conclusion de la partie d'avant suivra à cette même partie. Et ensuite ce sera la conclusion finale, donc la fin de la vidéo. Pendant mes recherches, j'ai tout d'abord cherché les jeux qui étaient considérés comme cancer ou toxiques pour certains. J'y ai ensuite rajouté quelques jeux où je pensais que la communauté était toxique. J'en suis arrivé à cette liste, que je vais vous dévoiler au fur et à mesure. Ce n'est bien évidemment pas classé du moins cancer au plus cancer. La première trouvaille est League of Legends, ou LOL pour les intimes. C'est un jeu en ligne sur PC de type arène de bataille, MOBA pour faire simple. Créé par Riot Games. Le but est assez simple, en gros il faut détruire la base ennemie en évitant que les autres détruisent la nôtre. Il y a des paliers qui permettent de faire la différence entre les forts et ceux qui le sont moins, enfin pas toujours mais on y reviendra un peu après. Le jeu est assez vieux, le début du projet a eu lieu en 2006, tandis qu'il est sorti le 27 octobre 2009. D'après beaucoup de monde, la communauté de ce jeu est toxique, cela provient en général de la mauvaise foi qui peut émaner de certaines personnes. Ce que j'ai pu trouver comme information c'est que ceux qui ont un palier faible sont souvent des enfants stupides. Dans les paliers moyens il y a souvent des joueurs qui pensent qu'ils sont forts, alors que généralement, non. Oui c'est vrai qu'on sent la mauvaise foi, et dans ceux qui sont bien plus forts, ils sont détruits par les heures de jeu, ils pensent être des pros, et j'en passe. Mon avis personnel dans tout ceci c'est que même si je n'y ai jamais joué, le jeu ne peut pas être tant mauvais que ça, si encore beaucoup de monde y joue après 10 ans d'existence c'est que le jeu doit toujours être bon. Malgré ça, il est gratuit, cela ne bloque donc pas les plus jeunes, les plus cancers et même les plus jeunes cancers. On va décortiquer un mème ensemble comme vous êtes sympa. J'imagine que la plupart connaît la vidéo de Sardoche, streamer sur LOL, où il rage. Le mec, je vais regarder son historique, je vais voir que des pikes et des luxe à tous les coups. C'est impossible en fait. Qu'il soit monté sans abuse, mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Eh bien c'est assez simple à comprendre pourquoi il s'est énervé. Vous vous rappelez quand j'ai dit que les paliers ne permettaient pas toujours de différencier, ou plutôt de séparer les forts des nuls? Eh bien c'est parce que sur ce jeu, nous pouvons acheter des comptes avec des héros et des paliers hauts, ou bien faire de l'elo boosting, en gros tu donnes ton compte à un gars fort pour qu'il te le monte haut. Évidemment, Riot Games fait tout son possible pour lutter contre ces pratiques. Sardoche rage donc car il est tombé avec une de ces personnes dans sa partie. Maintenant, si vous repassez la vidéo vous comprendrez mieux. Ma deuxième trouvaille est CSGO, ou Counter-Strike Global Offensive. Le jeu est gratuit et c'est un jeu de tir à la première personne en ligne créé par Valve Corporation, qui ne sont rien d'autre que les créateurs de Steam, boutique en ligne assez connue. Le jeu est sorti le 21 août 2012 sur PC et le 22 septembre 2014 sur Linux, mais on s'en fout un peu de Linux. Le but est simple, des terroristes contre des antiterroristes, les terroristes doivent poser une bombe à un endroit et les antiterroristes doivent les en empêcher, ou désamorcer la bombe si elle a été amorcée. Ce que les gens reprochent de mal à ce jeu c'est qu'il y a beaucoup de Russes, et nous, pauvres gueux, ne comprenons pas cette langue de barbares. Il y a aussi beaucoup de jeunes, bah, vous vous attendez à quoi? Le jeu est gratuit. Les jeunes sont vulgaires et criards, comme dans beaucoup de jeux au final. Il y a aussi des cheaters, c'est vrai que c'est drôle de voir à travers les murs, sauf quand c'est toi qu'ils voient. Vous vous en doutez, ce n'est donc pas la meilleure communauté là aussi. Ce que moi j'en pense de tout ça c'est qu'étant donné que le jeu est gratuit, il y a beaucoup de jeunes, donc par logique, beaucoup d'insultes qui prolifèrent. Il y a aussi les tricheurs, qui ruinent l'expérience de jeu. J'ai trouvé un post sur Steam de quelqu'un qui se plaignait des cheaters. Je vous invite à faire pause si vous voulez lire le post. Ah là là, Minecraft, c'est une grande histoire ça, et j'imagine que ça ne vous étonnera pas si je vous dis que pas mal de gens trouvent que selon eux, Minecraft est un jeu avec une communauté toxique, du moins assez gamine. Mais avant tout, je vais vous expliquer quel est ce jeu assez méconnu, même si tout le monde le connaît. Minecraft est un jeu de type bac à sable ou sandbox, pour faire l'américain, il a été développé par Marcus Persson, ou Notch puis ensuite racheté par Mojang Studio, pour qu'il soit édité par ces derniers. Le projet est né le 10 mai 2009, et il est ensuite sorti le 18 novembre 2011. Ce jeu a été longtemps connu pour sa communauté affluente de Kiku, et encore beaucoup de monde pense ça, mais ce n'est pas vraiment mon avis. Car ce que moi j'ajoute aux avis négatifs des autres, c'est que oui, Minecraft a eu une communauté à chier, mais quand j'ai été sur des serveurs multijoueurs, et que je demandais de l'aide car j'étais une vraie merde, les gens me répondaient en étant cordial, sans me prendre de haut.
Alors, World of Warcraft, c'est un MMORPG. Ce qui veut littéralement dire jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Lui aussi est assez vieux, il a été développé par Blizzard Entertainment et édité par ces mêmes personnes, et il est sorti le 23 novembre 2004 en Amérique du Nord. Pour jouer à ce jeu, il fallait un abonnement, mais on pouvait aussi jouer à une démo de 30 jours. Cet abonnement a permis de bloquer un peu les enfants, mais il y avait toujours des gens toxiques. Il y avait aussi des gens qui s'attaquaient à plusieurs sur une et même personne. Ils tendaient une sorte d'embuscade. Alors, mon avis, l'abonnement était une bonne idée pour les devs, on n'oublie pas qu'ils ont bien réussi à récupérer de l'argent, mais l'abonnement a permis d'éclaircir la communauté. Il restait quand même toujours un peu des gens vulgaires, mais pour le reste de gens vulgaires, c'est difficile de leur barrer la route. Pour les techniques de fourbe utilisées, on n'y peut rien. Vous savez quel jeu arrive? Oui, Fortnite, le jeu gratuit bourré de testostérone, grâce à sa communauté, évidemment. Non, ça serait trop beau pour être vrai. Nous parlerons ici de Fortnite Battle Royale, et non pas de sauver le monde. Je ne vous expliquerai pas le but du jeu, contentez-vous simplement de cette capture d'écran. C'est un jeu de tir à la troisième personne. Le jeu a été développé par Epic Games, et ils se sont pas fait chier, ils ont simplement réarrangé le mode sauver le monde. Ce qui a fait que le jeu a pu sortir peu après l'essor de PUBG, donc vers 2017. Jeu gratuit l'oblige, les enfants peuvent y jouer. J'ai beau cracher sur le jeu, mais on peut dire que les modos font du bon boulot, car les cheaters sont relativement vite bannis. Blablabla, voici mon avis perso, la charte graphique sort du lot, c'est vrai que le style cartoon ça change, mais ça amène des jeunes qui ne comprennent pas qu'on peut désactiver son micro. Néanmoins, les modos et les devs sont à l'affût de leur communauté, si quelque chose leur déplaît, ils vont changer, comme les avions qui ont été retirés, car ça ne plaisait pas aux joueurs de se faire poutrer par ces derniers. Dernière communauté, et c'est la meilleure. Undertale est un jeu totalement réalisé par Toby Fox, ça passe par les graphismes jusqu'aux musiques du jeu. En gros il a tout fait, et rien que pour ça, ce gars est fort. C'est un jeu solo, dans le style shoot 'em up, l'histoire est bonne et je pense que c'est pour ça que la communauté est claquée. Ce que les gens reprochent à propos de cette communauté c'est qu'elle ne veut pas écouter notre avis. Selon eux, Undertale est le meilleur jeu et aucun autre ne pourra le détrôner. Ils sont en quelque sorte éblouis par ce jeu, et donc ils insultent et méprisent ceux qui ne partagent pas le même avis. Ce que j'en pense c'est que tout le monde a ses goûts. Undertale est un bon jeu, mais au final, ce qui le rend nul c'est sa communauté qui crie à haute voix que c'est le meilleur jeu. Je me contente donc simplement de dire que le jeu était une bonne expérience et rien d'autre. Bon, c'était long, mais j'ai enfin réussi à lister ce que je voulais. On peut donc passer à la conclusion de cette partie. D'après ce qu'on a pu voir, dans les FPS, ce qui rend la communauté cancer c'est les enfants, et les gens cancer comme les tricheurs etc. Mais pour d'autres cas, c'est au final l'expérience, qui a pu être superbe qui a rendu la communauté aveugle. Ce qu'on peut retenir c'est que trop de perfection rend aveugle et que dans les jeux de tir c'est à cause des enfants. C'était pas très recherché comme conclusion, mais on s'en fout car tout le monde n'en a rien à faire de ma conclusion. Nous pouvons commencer la troisième partie. Nous allons parler de la communauté de Gacha Life. Non attendez, nous allons plutôt parler de la communauté du GachaTube. Là, il y a des trucs à dire. Et dès que nous aurons parlé de la communauté GachaTube, nous allons parler de la communauté de la K-pop. Bon, je l'ai dit et redit, les fans de Gacha Life sont jeunes, donc par logique, ceux du GachaTube aussi. Comme on l'a vu avant, plus c'est jeune, plus c'est vulgaire. Mais passons, il y a plusieurs Gacha fans, ceux qui cirent les chaussures de son GachaTubeur préféré, et il y a même le fan, si on peut appeler ça comme ça, qui fait sa pub dans les commentaires. Jusque là, ça ressemble à une communauté lambda sur YouTube. Mais ici, contrairement aux communautés de jeux, elles restent néanmoins légèrement un peu plus bienveillantes. Ici, ceux qu'on peut qualifier de toxiques, seraient les anti-Gacha, mais ils ne font pas réellement partie de cette communauté bien qu'ils l'entretiennent un peu. Mais selon moi, ceux qui entretiennent de près ou de loin une communauté en font un peu partie, donc on va penser comme s'ils en faisaient partie. Tout ce que je peux dire c'est que c'est simple de gagner des abonnés en critiquant un GachaTuber. Nous allons à présent passer à la communauté K-pop, ou devrais-je dire fandom. Et croyez-moi, il y a des trucs à dire, et pas que du bien. Mais je vais déjà désamorcer la chose, les infos ne viennent pas de moi, elles viennent de deux amies. La première amie s'est chargée de tout m'expliquer, elle ne m'a pas demandé de la mentionner, et la deuxième s'est chargée de me corriger, et de me donner les termes précis, elle m'a demandé de la mentionner, donc merci Moonchild. Ça m'a permis de comprendre la sphère autour de la K-pop, et cela va me permettre aussi d'être plus objectif. Nous allons pas parler des débuts de la K-pop, je me réserve ça pour plus tard. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Premièrement, le fandom de la K-pop est divisé en deux groupes, d'un côté les fans d'e-soft, qu'on appellera soft stan, car c'est comme ça qu'on les appelle, et d'un autre côté les fans vraiment bizarres, qu'on appellera hard stan. Les soft stan donnent une image positive du fandom, et ils se considèrent comme une famille. On peut retrouver le terme de famille dans d'autres communautés qui ont la chance de ne pas être toxiques. Ils respectent le choix des autres, et c'est plutôt simple de discuter avec eux, de débattre, etc. Les soft stans sont bienveillants, ils créent des messages de soutien, et des événements pour soutenir leurs idoles. Idoles et
en gros, le terme pour définir une star de la K-pop. Et malgré la gentillesse de ses fans, la télé se ramène avec leur poudre de malheur pour rabaisser ce fandom, en disant entre autres que la communauté est constituée seulement de gamines entre 12 et 13 ans, alors que cette communauté est plus large que ça, et englobe plusieurs personnes différentes les unes des autres. Pour vous donner un ordre d'idée, la majorité du fandom est constituée de personnes entre 19 et 40 ans, on est donc loin des 12-13 ans. On comprend donc assez rapidement que la mauvaise image est entretenue par les médias, plus précisément la télé. Jusque-là, on pourrait penser que la communauté est normale, voire super bienveillante, mais rester sur ce point de vue ne serait pas objectif. Jusqu'ici, je vous ai seulement fait visiter la partie émergée de l'iceberg, je vous emmène donc visiter ses profondeurs. Ce sont les hardstyle qui donnent l'image sombre de la K-pop, ce sont eux qui noircissent la communauté. Chez eux, il y a des débats inutiles du genre cette idole est mieux que la tienne. Donc tout comme la majorité de certaines communautés de jeux, ils sont toxiques. Si tu as par malheur l'idée de mal parler de son bias, son idole préférée en gros, ou que tu as le même qu'elle, ou lui, tu risques de te faire détruire verbalement. Et j'imagine que ça peut aller bien plus loin, comme de l'acharnement répétitif, autrement dit, du harcèlement. Donc avec eux, aucune discussion n'est possible. Il y a ceux qui se prennent pour des Coréens. Non pas ces Coréens là. Voilà, là c'est mieux. Donc ils se prennent pour des Sud-Coréens à utiliser des termes sud-coréens sans connaître leur signification. Ce sont les kabou ou les coréabous. Et il y a pire, on entre dans la partie la plus sombre. Il y a aussi, et malheureusement, des fans obsédés qui stalkent les stars de K-pop, les agressent, les filment à leur insu, entre autres en mettant des caméras dans leur chambre d'hôtel. Ils peuvent aussi essayer de trouver leur numéro de téléphone. Dans le jargon on les appelle les sasaeng. Et il y a aussi les fans qu'on peut qualifier d'hypocrites, car ils se prétendent fans, mais n'hésitent pas à cracher dans les dos des idoles. On peut les appeler les fextans. Après si vous n'aimez pas le terme fextan, vous pouvez les appeler les gros fils de pute, ça marche aussi. Cela a pu amener à des suicides dus à l'acharnement à répétition. Évidemment, c'est pas facile de recevoir des insultes, mais en Corée c'est pire. Non, toujours pas cette Corée. Voilà celle-là c'est mieux. Donc c'est pas pareil en Corée du Sud, car il n'y a pas les mêmes mœurs. La troisième partie est finie, et ce qu'on peut retenir des deux, c'est que les deux communautés sont plutôt bienveillantes, mais elles ont leurs points négatifs. Pour le gacha tube ce sont les anti-gacha qui posent problème et pour la K-pop ce sont les hardstans. Vous comprenez donc mieux pourquoi j'ai parlé de la K-pop dans la même partie que Gacha Life, car les communautés ont plus ou moins les mêmes problèmes. La vidéo est finie, et elle m'aura demandé beaucoup de travail, que ce soit d'écriture et de montage. Je remercie encore les deux potos qui m'ont aidé pour la partie K-pop, je ne m'y connais pas en K-pop et je les remercie. Vous connaissez toujours la chanson, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Si vous ne le faites pas vous serez suicidé de 2 balles dans le dos. Et je vous dis à la prochaine.